On a de l'écho. C'est le beast en main. Là. Tu avais enlevé les écouteurs. Fait qu'elle était ses haut-parleurs. OK. Il est midi. On part ça. La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Est-ce que tu peux partager la webcam, Anne-Marie? Parfait. On est en ligne? Oui, c'est parti. Il est midi. On commence. Oui, pas le PowerPoint. Pas encore. Tu peux partager le diaporama? C'est fait? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier webinaire d'une série de 3 sur l'étable Source de confort, qui est présenté aujourd'hui par les producteurs laitiers du Canada via la grappe de recherche laitière en collaboration avec Valacta. On est en direct aujourd'hui de la cafétéria au siège social de Valacta à Sainte-Anne-de-Bellevue. Je suis en compagnie de mon collègue Steve Adam et je suis Julie Baillargeon. C'est nous qui animerons le webinaire aujourd'hui. Dans un premier temps, on a un représentant des producteurs laitiers du Canada, un producteur laitier que vous connaissez sans doute très bien, qui est M. Pierre Lampron, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui, mais qui désirait s'adresser à vous pour introduire ce premier webinaire d'une série de 3. Donc, on va vous présenter une vidéo tout de suite à l'instant. Oui, bonjour. Je me présente Pierre Lampron. Je suis administrateur au producteur laitier du Canada. Je suis la personne responsable du volet bien-être animal du programme ProAction. Puis aujourd'hui, on est fiers de vous présenter un webinaire de trois séances qui va surtout parler de mettre en évidence tout ce qui a été fait dans la recherche laitière au Canada sur ces parties-là, bien-être et confort. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon visionnement. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a environ 75 producteurs laitiers du Québec qui sont inscrits à ce premier webinaire. Donc, vous êtes théoriquement 75 personnes en ligne. Si vous éprouvez des problèmes aujourd'hui, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. Si vous avez des questions en tout temps, vous pouvez nous écrire soit via la boîte de chat. Oh, je crois qu'on ne voit pas notre image là. Ça ne sera pas tellement long. Alors, nous revoici. Donc, vous pouvez nous écrire via la boîte de chat ou via l'onglet questions. Donc, à la droite, dans le tableau de bord, dans votre écran, le tableau de bord du webinaire de GoToMeeting, vous allez voir un onglet qui s'appelle chat. Vous pouvez nous écrire des questions et notre collègue Anne-Marie, fidèle au poste, va pouvoir vous répondre ou nous relayer les questions. On a également un public nombreux qui nous observe aujourd'hui également. Donc, c'est possible que vous voyez des gens circuler ou des gens qui nous posent des questions également. Ça se veut une formule très conviviale et interactive aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, bon, mes petits cartons sont déjà mélangés. Dans un premier temps, j'aimerais on avait prévu se présenter. Alors, moi, je suis, comme je vous disais tout à l'heure, Julie Baillargeon. Je suis coordonnatrice du transfert technologique dans l'équipe de recherche et développement ici chez Valacta. Et Steve Adam, expert en comportement, confort et bien-être animal chez Valacta aussi. Donc, sans doute que l'année dernière, quelques-uns d'entre vous avaient vu circuler les annonces, les promotions pour la formation l'étable Source de confort. C'est une formation qu'on a développée ensemble et qui a été donnée à environ 1700 producteurs du Québec en salle et des provinces atlantiques. Et nous avons maintenant adapté cette formation-là en formule webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons vivre le premier webinaire d'une série de 3.
sur l'évaluation du confort. Dans un premier temps, dans le but de savoir un petit peu qui vous êtes, on a une première question à vous transmettre. Vous allez voir apparaître à votre écran une question interactive où on va vous demander dans quel type d'étable vous logez vos vaches. Est-ce que c'est une étable en stabulation entravée? Est-ce que c'est une étable en stabulation libre? Ou est-ce que vous avez une étable avec un logement sur air paillé ou sur fumier composté? Donc, on va vous laisser quelques secondes pour répondre à cette question. Anne-Marie, est-ce que tu vois les réponses entrer? Oui? Parfait. Alors, nous allons maintenant analyser les réponses. Oups, est-ce que la question, c'est... Je crois que la question a disparu et on a... Ah, bon, voilà. Alors, donc, comme on pouvait s'y attendre, je pense que Steve n'a peut-être pas des assez bons yeux pour voir les réponses, donc je vais lui dire. On a ici un public qui est à 79 en stabulation entravée et le reste en stabulation libre. Je pense que c'est quelque chose... Oui, non, ça représente pas mal la population présentement au Québec au niveau des fermes laitières. C'est pas mal dans le même ordre. On parle alentour de 85-90 stabulation entravée présente. Parfait. Donc, tout au long du webinaire ce midi, on va vous sonder, on va vous poser des questions comme ça. Vous allez pouvoir nous partager un petit peu votre perspective de votre côté, puis ça va nous permettre de prendre le pouls de votre côté. Donc, dans un deuxième temps, on aimerait vous dire également s'il y en a parmi vous qui avez un compte Twitter, vous pouvez tweeter en direct du webinaire ou même à la suite des webinaires, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos impressions, vos commentaires, démarrer une discussion en utilisant le mot-clic « étable confortable ». Vous pouvez directement interpeller Steve. Vous voyez à l'écran son nom sur Twitter ou encore moi-même. Ou encore, vous voyez également le compte Dairy Research, qui est le compte de la grappe de recherche laitière des producteurs laitiers du Canada. Également, aujourd'hui, tout au long de la formation, vous allez voir apparaître dans le coin haut à droite de des diapositives, vous allez voir apparaître un numéro de page. Et ces numéros de page correspondent à ceux du guide sur le confort à l'étable. C'est le guide qui avait été développé dans le cadre de la formation « L'étable, source de confort ». Et c'est un document qui vous a été transmis, qui vous est transmis sur le site de dairyknowledge.ca, que vous allez également pouvoir utiliser ou consulter tout au long des webinaires ou même ultérieurement dans vos projets d'amélioration ou d'évaluation du confort à l'étable. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, on disait, c'est le premier webinaire d'une série de 3. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la question de l'évaluation du confort. Donc, dans un premier temps, on va se poser la question « Pourquoi le confort? » Dans un deuxième temps, comment l'évaluer? Et finalement, quelles sont les causes d'inconfort dans nos étables? Qu'est-ce qui peut expliquer les indicateurs d'inconfort qu'on va voir? Donc, Steve, allons-y immédiatement avec la première question. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser au confort dans nos étables? Tout d'abord, c'est une question, de bien-être des animaux dans l'étable. Aussi, on commence à avoir beaucoup d'interactions avec les consommateurs. Les consommateurs exigent un peu d'augmenter le bien-être animal ou d'avoir un bon bien-être à la ferme. Puis aussi, les producteurs laitiers du Canada se sont dotés d'un programme de qualité qui va inclure le volet bien-être animal, le volet confort aussi. Cependant, aujourd'hui, c'est vraiment pas un webinaire qui va porter sur le programme Proaction des producteurs laitiers du Canada, mais c'est un programme qui est basé sur le code de pratique qui est donc on est basé sur le code de pratique des producteurs laitiers du Canada. Anne-Marie, on va te demander de juste cliquer pour que Steve puisse changer les diapos. Alors, donc tu dis justement que
les notions qu'on va aborder aujourd'hui ne sont pas dans le but d'expliquer le programme ProAction, mais sont en ligne avec ce qui a été élaboré dans le code de pratique. Est-ce que les producteurs peuvent se consulter, se procurer ce code de pratique? Oui, tous les producteurs laitiers du Canada ont reçu ce code de pratique-là qui a été développé en 2009. Probablement que la plupart l'ont égaré à quelque part. Sauf que ce code de pratique-là est disponible présentement sur Internet, sur le web. Puis vous avez l'adresse dans le webinaire là, qui est le www.nfac.ca. Le code de pratique est présentement disponible là. On pourra sans doute le rendre disponible et d'ailleurs, l'ensemble, il est déjà, donc Anne-Marie me dit qu'il est déjà, l'ensemble de la documentation pertinente pour le webinaire aujourd'hui va être disponible sur le site de dairyknowledge.ca, le site sur lequel d'ailleurs vous vous êtes inscrit pour assister à ce webinaire. Donc, Steve, on revient, bon, tu nous parles pourquoi s'intéresser au confort, tu nous as parlé de bien-être animal, tu nous as parlé de répondre aux attentes des consommateurs, qui sont des excellentes raisons en soi, mais quel est l'intérêt pour le producteur, pour son entreprise comme telle? De se préoccuper au niveau du confort puis du bien-être animal, je pense que présentement en production laitière, c'est aussi un bénéfice économique pour la ferme. Une vache qui est confortable, c'est une vache qui est rentable. Donc, je pense qu'il y a un aspect aussi non négligeable du point de vue économique de la ferme. Donc, tu dis une vache confortable, c'est une vache rentable. On a souvent entendu ça, d'accord, mais n'en demeure pas moins que rénover une étable, faire des modifications, des changements, ça a un coût. C'est sûr que quand on pense confort, on pense investissement, changement majeur dans une étable, mais comme on va voir dans ce webinaire-là, souvent, c'est des petites choses qui peuvent faire une grosse différence au niveau du confort de l'animal. C'est des choses simples, peu coûteuses en général, mais qui peuvent faire une grosse différence au niveau du bien-être de l'animal. Comme tu disais, une vache confortable, c'est une vache profitable. Comment est-ce qu'on peut calculer ou on peut envisager que justement le confort va nous amener un profit ou une rentabilité? Au niveau de la rentabilité, on sait que nos animaux, quand ils viennent au monde à la ferme, il y a un coût de production. Puis au niveau du coût de production, on peut voir sur le graphique que vous avez à votre écran, en bas, on a l'âge en mois. Et de façon verticale, on a ce que ça a coûté, élever l'animal. Donc, aller jusqu'à 24 mois, on peut voir alentour du presque 3 000 $, 2 500 $ de coût pour l'élevage. Puis, la rentabilité, on commence à revoir en première lactation. Habituellement, les animaux ne viennent pas à bout de rentabiliser tout leur élevage juste en une lactation. Ça prend la première lactation qui en rembourse une partie. On a la deuxième lactation que, dépendamment des troupeaux, du niveau de production et durée d'élevage, la plupart des animaux viennent à bout de se rentabiliser, mais il y en a que c'est plus au début, d'autres c'est plus vers la fin. Mais le profit net qui arrive là, au niveau des animaux, c'est une fois qu'ils ont atteint la troisième lactation, là, c'est là où est-ce que nos animaux sont les plus rentables. OK. Donc, il faut attendre pratiquement, là, ici, on parle d'une vache moyenne, on parle du rang-centile 50, ça veut dire qu'il faut attendre à peu près dans la moitié des cas jusqu'à la troisième lactation avant qu'elle ait complètement remboursé son prêt étudiant. C'est ça. Puis, des fermes qui ont beaucoup de vaches en troisième lactation et plus, il y en a. C'est pas une grosse majorité des vaches qui se situent là. On voudrait avoir 50% des vaches qui se situent en troisième lactation et plus, puis on tourne un petit peu plus en bas de ça. OK. Donc, il y a un potentiel d'amélioration sur le plan de la longévité. Comment les producteurs peuvent savoir, là, ici, on a un exemple moyen, une vache au rang-centile 50. Pour les producteurs qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour savoir de leur côté comment ils performent de ce côté-là? Ça prend combien de temps avant que leurs animaux se remboursent? Toutes les fermes qui sont au contrôle laitier au niveau canadien, chez Valacta ou aussi dans l'Ouest, chaque producteur a accès à un rapport de rentabilité, c'est-à-dire un rapport qui leur permet de voir quelle est la rentabilité. C'est une base commune. Là, le coût de production il est commun pour toutes les fermes, mais de pouvoir se comparer aux autres fermes puis voir
combien de temps ça prend à une vache de se rentabiliser. Puis ce qu'on peut voir à l'autre bout de ce rapport-là, c'est qu'on voit la moyenne par jour de vie. Ça veut dire la moyenne quel argent que le troupeau a réussi à avoir par vache par jour de vie. Puis à l'autre bout, on voit le profit ou le rang centile du profit à vie. Ça veut dire que le producteur est capable de se situer parmi la population. Ici, c'est un hasard là, que notre vache, notre troupeau a 0,81 cents de jours de rentabilité, de jours de vie. Puis le rang centile est situé au rang centile 81. Ah, c'est vrai? Bon, au hasard. Donc, pour pouvoir avoir accès à ces informations-là, chacun pour leur troupeau, les producteurs peuvent soit demander à leurs techniciens, à leurs conseillers Valacta pour obtenir ce rapport-là. S'ils ne l'ont pas déjà, il faut savoir que ce n'est pas, je crois, un rapport qui est distribué d'emblée à tout le monde. Il faut que l'option faut le demander. Là. OK, parfait. Donc, ce qu'on veut, si je comprends bien, ce sont des vaches productives qui vivent longtemps. Et puis ça va nous permettre d'aller chercher plus d'argent en bout de ligne. Est-ce que c'est vrai pour tous les niveaux de production? Est-ce que ça va être aussi vrai pour un troupeau dont la moyenne est moins élevée ou dont la moyenne est très, très élevée? Souvent, on aurait peut-être tendance à penser que quand on fait beaucoup de lait, c'est pas trop important de se fier à la longévité. Donc, la productivité vient en bout de rentabiliser. Mais on peut voir sur ce graphique qu'on a le pourcentage de vaches présentes qui ont trois lactations et plus dans un troupeau. Ça varie de 27% à 50% du troupeau qui a des vaches en troisième lactation et plus. Puis, on voit le niveau de profit moyen de jours de vie au niveau du troupeau. Puis ce qu'on peut voir, la tendance générale, c'est plus qu'on a un pourcentage élevé de vaches en troisième lactation, plus que le profit par jour de vie augmente. C'est certain qu'on voit, quand la production est plus faible, la pente est un petit peu moins élevée, donc la production est peut-être plus importante. Pas plus importante, mais la production a plus d'importance pour faire des améliorations. Sauf que plus que le troupeau augmente au niveau de production, ici on a la courbe des 5 000 kilos, 8 000, 9 000, 10 000 et 11 000 en haut. On voit que plus que les troupeaux performent au niveau de la production, plus que c'est rentable d'avoir des vaches vieilles dans un troupeau, parce que les vaches adultes produisent beaucoup de lait. Donc, la rentabilité d'avoir une longévité dans ces troupeaux-là, au niveau de la rentabilité, est encore accentuée par rapport aux autres troupeaux. Tu nous parles beaucoup de longévité, tu nous parles de productivité. Il y a plusieurs façons d'aller améliorer la production, la longévité. C'est quoi le lien avec le confort dans tout ça? Je pense que dans le passé, on a mis beaucoup d'accent, puis c'était correct. Là, on était à cette étape-là, mis beaucoup d'accent au niveau alimentation, au niveau reproduction, d'atteindre le potentiel de nos vaches. Je pense que là, on est rendu à l'étape du confort pour donner un autre pas en avant pour augmenter la productivité des fermes. Donc, le confort va venir aider à améliorer la longévité dans nos troupeaux. Fait qu'aujourd'hui, c'est un webinaire sur le confort. On va parler de confort, mais l'objectif en bout de ligne, c'est la longévité qu'on veut améliorer et la productivité, évidemment. Là. Donc, ce qu'on se propose avec ces séries de webinaires-là, c'est si on était capable, on sait que la durée de vie des vaches au Canada n'est pas très élevée. Si on était capable de leur faire une lactation de plus, je pense qu'on serait gagnant. Toute la production laitière au Canada serait gagnant au niveau de la rentabilité des fermes, puis dans l'ensemble, dans la perception du consommateur aussi. OK. À cette étape-ci, Anne-Marie, est-ce qu'on a des questions de la part des participants? OK. Bien, moi, j'en ai une pour toi, évidemment. J'en ai tout plein pour toi. On comprend ici que c'est important d'améliorer le confort puis que c'est un élément clé qui va nous permettre d'aller chercher une meilleure productivité, une meilleure longévité, mais il n'y a pas une étape de pareil. Comment on fait pour savoir par où commencer? Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup non plus. Là. Fait que par où on commence? Ouais, tout d'abord, quand on s'adresse à la question de confort, de bien-être, c'est de regarder nos animaux. C'est eux qui vont nous dire si nos animaux sont confortables. Sauf que, donc,
on regarde nos animaux, on regarde s'ils ont des blessures. Anne-Marie. Anne-Marie, il faut que tu nous permettes de changer les diapos. Voilà. Donc, on regarde, c'est les animaux qui vont nous le dire. Donc, ça prend beaucoup d'observation. Sauf qu'il faut savoir quoi regarder. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme indicateur. Une vache, ça ne parle pas, mais à force de les regarder, mais ça peut nous donner des indices ou des indicateurs. Qu'est-ce qui cloche dans le confort, qu'est-ce qui cloche dans le logement de notre animal. C'est quoi ces indicateurs-là? Parmi les indicateurs, on les voit à l'écran. On a environ quatre sortes d'indicateurs qu'on a. On a de un, les blessures, de regarder au niveau des blessures au cou, au jarret, au genou. Okay. C'est déjà 3 indicateurs qui nous en disent beaucoup au niveau du logement. Par la suite, on peut regarder au niveau de la qualité des levées et des couchers. C'est-à-dire, est-ce qu'une vache a fait son mouvement de façon fluide au niveau du lever, puis la même chose au niveau du coucher. Si c'est pas correct, il y a peut-être quelque chose dans son environnement qui est difficile pour elle. Par la suite, on regarde au niveau du comportement. Est-ce que dans notre étable, notre vache se comporte normalement? Ça veut dire, est-ce qu'elle a des positions normales, soit dans sa stalle, pour quelqu'un qui est en stabulation libre, c'est dans stabulation libre, est-ce qu'elle agit de façon normale? Puis le 4e indicateur, je pense que c'est celui qui est un des problèmes au niveau bien-être animal qui est assez important ou le plus important au niveau du Canada, puis même au niveau mondial, c'est les boiteries, qui est un autre indicateur que notre animal a un petit peu de difficulté à s'adapter à son environnement. Donc aujourd'hui, c'est justement l'objet ou le sujet principal de notre webinaire. On va s'attarder à explorer chacun de ces indicateurs-là dans le but que les producteurs ensuite puissent justement aller dans leur étable et peut-être potentiellement observer ces différents indicateurs-là. Je pense que c'est digne de mention aussi, dans le programme Proaction, il y a certains de ces indicateurs-là qui vont être évalués. Oui, c'est ça. Parmi les indicateurs, entre autres, on a au niveau des blessures, il va y avoir une évaluation faite sur les animaux au Canada. Puis on va les voir suite à ce webinaire-là, mais aussi au niveau de la boiterie et de l'état de chair qui va être évalué aussi. OK. Ouais. Donc aujourd'hui, on ne verra pas l'état de chair, on va voir très peu la boiterie parce que c'est un sujet en soi, mais on va explorer quand même assez en détail l'évaluation des blessures et déjà, ça va vous donner une indication de ce qui sera fait éventuellement dans le cadre du programme Proaction. Commençons justement par ces fameuses blessures. Par les blessures. Oui. Alors, première blessure qu'on va explorer, blessure au jarret. Et on va prendre une petite pause de notre côté. On va faire travailler les participants en ligne. On vous montre à l'écran 4 images de blessures au jarret ou de pas blessures, c'est selon. Donc, A, B, C, D, avec un choix de réponse. Et on va vous demander... On a des questionnements de la part de notre régisseur. Donc, on va vous demander de choisir la bonne réponse. Laquelle, selon vous, ou lesquelles de ces blessures sont inacceptables? Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre de votre point de vue. Ah, d'accord, OK. Donc, est-ce qu'on a des réponses d'entrée? On a lancé la question trop vite avant que vous puissiez voir. On peut peut-être reculer, reprendre, vous montrer l'image. Non, on ne peut pas. Bon, OK. Répondez au pire. On va vous donner la bonne réponse. Donc, est-ce que tu peux nous montrer les réponses, Anne-Marie? Ah, c'est une première expérience. On est un peu en rodage. Vous êtes nos premiers cobayes. Est-ce que tu... Voilà. Donc, OK, on a des réponses disparates, mais on ne pourra pas juger si c'est réellement ce que vous pensez. Vous nous avez répondu soit seulement à la blessure A, soit seulement à la blessure, les blessures A, C et D, seulement C et D. Seulement C et D, il n'y a personne qui a répondu ça et il y en a parmi vous un bon 40% qui ont répondu toutes ces blessures. Qu'en est-il? Oui, puis
On va le voir tantôt au niveau des cotes qu'on peut leur attribuer. La blessure A est considérée comme une blessure qui serait comme inacceptable dans un troupeau. Au niveau du B, moi je la trouve belle. Donc le membre est étroit, on ne voit pas d'enflure, on ne voit pas un petit peu d'usure, mais pratiquement pas, mais il y a encore du poil. C'est acceptable. C'est acceptable. La C, c'est là on commence à avoir une perte de poil qui est plus importante, qui est acceptable, mais qui demande peut-être correctif. Puis la D, ben, c'est celle où est-ce qu'on voit de l'usure qui est plus importante, puis qui amène même jusqu'à une blessure, ça veut dire une brisure au niveau de la peau, ce qui est inacceptable aussi, qui va être inacceptable dans le programme de ProAction. Donc le A et le D seraient nos deux réponses qui seraient comme inacceptable, absolument inacceptable, mais ça ne veut pas dire que les autres, il n'y a pas une action à faire à la ferme. D'accord. Sur quoi on se base le jugement de qu'est-ce qui est acceptable ou inacceptable? Ça peut varier d'une personne à l'autre. Fait que j'imagine qu'il y a un cadre auquel on peut se référer. Comment on fait pour juger de ces blessures-là? C'est ça. Au niveau de la recherche, on a 4 cotes qui ont été élaborées, de 0 à 3. Comme vous pouvez voir, la cote 0, c'est la cote où est-ce qu'on n'a pas d'enflure, le pelage est intact, le membre est beau, il n'y a pas de lésion. Après ça, on a une cote 1 où est-ce qu'on commence à avoir un petit peu de zone dégarnie, mais il n'y a pas d'enflure ou peu, puis il n'y a pas de lésion. On remonte ensuite à la cote 2, qui est enflure moyenne, mais avec une lésion au niveau de la zone dégarnie. Puis la cote 3, qui est une enflure qui est vraiment importante. C'est le gros jarret qu'on voit. Ce qui est considéré dans tout projet de recherche, puis qu'est-ce qu'on va vous montrer, c'est toujours la cote 2 et 3 qui est considérée comme inacceptable. Okay. Ça veut dire qu'à partir 0 et 1 est comme tolérable, cote 2 et 3 sont les cotes qui sont inacceptables. Pour vous, les participants, j'attire votre attention, comme je vous disais tout à l'heure, au haut de l'écran de la diapo, vous voyez le numéro de la page qui correspond à cette information-là qui se trouve dans le guide. Donc, vous pourrez y référer ultérieurement, puis peut-être regarder vos vaches d'un œil différent. Est-ce qu'on a des données qui nous démontrent à peu près dans quel ordre de grandeur on peut trouver ces types de blessures-là? Oui, il y a une étude qui a été faite, débutée, je pense, c'est en 2011, mais sur environ 240 fermes au Canada, des fermes un peu partout dans toutes les provinces, dont 140 qui étaient en stabulation libre, puis une centaine de fermes en stabulation entravée. Pour le Québec, comme nous, il y avait environ 60 fermes en stabulation entravée qui faisaient partie de cette étude-là. Donc, c'est peut-être l'étude la plus récente ou la plus grosse qu'on a pour pouvoir se comparer présentement. Puis eux, ils ont utilisé le même système de code que ce que tu viens de présenter. Eux ils ont vraiment utilisé le même protocole que j'ai montré tout à l'heure. OK. Ce logo-là, ici, j'attire votre attention, qui est le logo de la grappe de recherche laitière. Justement, vous allez le voir revenir sur différentes diapos. Et puis, c'est pour vous indiquer que ces résultats-là qu'on va vous présenter proviennent de ce projet de recherche-là. Ce sont des résultats de recherche qui proviennent de nos fermes ici au Québec, dans d'autres provinces au Canada, et qui sont financés, entre autres, par des deniers publics, par les producteurs laitiers du Canada également, entre autres. Bon, qu'en est-il des blessures au jarret dans les fermes qui ont été étudiées dans le cadre de ce projet-là? Est-ce qu'on avait une question à cette étape-ci? Oui, c'est ça, je ne l'ai pas ici, mais je pense qu'avant même de présenter les résultats, on va peut-être aller voir de votre côté, les producteurs, de répondre. Là, je ne l'ai pas à l'écran, moi, ici. On ne la voit pas encore, Anne-Marie. Oui. Alors, bon, on va vous demander à combien vous évaluez le pourcentage des vaches dans votre troupeau qui ont des blessures de code 2 et 3, là, les inacceptables que Steve a décrites tout à l'heure. Donc, dans votre troupeau, chez vous, en ce moment, pendant qu'on se parle, c'est quoi le pourcentage de vaches qui ont des blessures de code 2 et 3? Et le choix de réponse qu'on vous offre, c'est 0 à 10 %.
11 à 20 21 à 50 donc jusqu'à la moitié de vos vaches, ou à peu près 1 sur 5 et plus de 50 donc plus de la moitié de vos vaches. Donc, on vous demande de répondre à la question, quelques secondes, et on va présenter vos résultats. Elle n'a pas fonctionné? Je vais tester ici. OK, ça, c'est les résultats. Non, ça n'a pas fonctionné. Ça va bien, notre affaire. On est vraiment en rodage live. Donc, OK. Donc, typiquement, là, vous savez à peu près combien vous auriez répondu. Là, Anne-Marie, est-ce que tu la reprends ou... OK, on va continuer, nous autres, de toute façon. On va juste peut-être, Anne-Marie, nous permettre de changer de diapo et présenter. Vous savez ce que vous avez répondu. Typiquement, quand on pose la question... Typiquement, dans toutes les formations qu'on a faites jusqu'à présent, les gens, ça tourne alentour entre 5 et 15 %. C'était pas mal la réponse qu'on a eue durant les sessions de formation l'an dernier. Puis qu'est-ce qu'on a réellement observé dans le cadre du projet? Est-ce que c'était du même ordre de grandeur? Ce qu'on a réellement observé dans le cadre du projet, c'est vraiment plus élevé. En stabulation entravée, on voit les moyennes des codes 2 et 3. Ça veut dire des blessures qui sont quand même assez importantes. C'est 56 % des vaches qui avaient au moins un membre ou un jarret avec une blessure. En stabulation libre, un petit peu dans le même ordre, là, mais en 47 %. Ça veut dire environ la moitié des vaches présentent des codes de blessures de 2 et 3. On aurait pu penser peut-être qu'il y avait plus de blessures dans un type de stabulation qu'un autre, mais même si, bon, il y en a peut-être un petit peu plus en moyenne ici. On voit, c'est quand même assez élevé, mais quand on regarde au niveau de la distribution des fermes, ce qu'on peut voir, c'est en vert, on peut voir les 25 % des fermes dans l'étude qui étaient les meilleures. Donc, on voit en entravé, en libre, puis il y avait séparé aussi les robots de traite. Mais ce qu'on peut voir, c'est que peu importe le système de stabulation, soit en entravé, en libre, il y a des producteurs qui réussissent à avoir peu ou pas de blessures. Donc, on a quand même une strate qui est capable d'avoir ces résultats-là, mais on a une variation aussi de l'autre côté où est-ce que là, on peut monter jusqu'à 70-80 % des vaches qui ont des blessures. OK, fait que peu importe, là, il y en a qui font bien, il y en a qui font moins bien, que ce soit en entravé, en libre, en robot? Peu importe le système de logement, tous les logements sont capables de faire bien. Il s'agit juste de trouver comment faire pour réussir cet aspect-là. Fait que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est capable de bien faire. Ça veut dire au moins on a les chances de notre côté. Super. Quand on parle de blessures au jarret, justement, là, au début du webinaire, tu nous as parlé qu'on essaierait de voir quelles sont les pistes de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le logement. Quand on aperçoit des blessures au jarret, à quoi est-ce qu'on peut associer les causes? Et là, je pense que nous avons une question, n'est-ce pas, ma chère Anne-Marie? Et là, on va essayer, bon, on vous donne un choix de réponse. On va vous questionner, vous, selon votre perception, ce que vous croyez. Si vous observez des blessures au jarret, puis là, inquiétez-vous pas, on a attaché les mains à Anne-Marie. Elle n'ira pas tout de suite aux réponses. Est-ce que, selon vous, premier choix, les blessures au jarret sont attribuables à une quantité peu de litière? Est-ce que c'est parce que la stalle est trop large, la stalle ou la logette? Est-ce que c'est parce que le matelas est trop usé? Ça, c'est votre choix de réponse numéro 1. Deuxième choix de réponse, chaîne de cou courte, arrêtoir trop haut, stalle étroite. Et troisième choix de réponse, surface glissante ou stalle trop courte. Donc, on vous laisse quelques secondes. On retient encore Anne-Marie. C'est écrit ici, là. Alors, on va aller voir les résultats. Il y a un délai, oui, tout à fait. On a les résultats. Alors, la distribution des résultats, je pense que vous êtes à peu près, bon, 40 %, là, c'est la réponse la plus présente. Peu de litière, stalle trop large, matelas trop usé. Et sinon,
Moi, j'ai quelque chose qui cache les chiffres, là, mais on a une bonne distribution quasi égale. Pardon? 31, que c'est le troisième choix. Steve, je pense que ça vaut la peine qu'on les décortique peut-être un par un. Est-ce que dans le premier choix, la quantité de litière peut avoir une influence sur les blessures au jarret? La quantité de litière, c'est sûr que la litière sert de coussin, mais de deux aussi de surface d'antifriction au niveau de notre stall. C'est-à-dire, au niveau de l'usure, ben, on va en avoir moins. Au niveau des poils arrachés, on va en avoir moins quand on a assez de litière. Stall trop large? Les stalles trop larges, c'est pas vraiment une cause là, directement en tout cas liée aux blessures au jarret. Donc, c'est pas nécessairement une cause à explorer, en tout cas pas au départ, pour les blessures au jarret. OK. Donc, déjà, d'emblée, on peut éliminer que c'était pas la bonne réponse. On a 40 %, là, vous n'avez pas eu la bonne réponse parce que stall trop large, c'est pas vraiment une cause. Matelas usé? Matelas usé, oui, un matelas qui est usé, qui est brisé, peut faire qu'une vache qui se couche là-dessus, au niveau des jarrets, ça peut créer des blessures. Ou que la surface est devenue trop dure et qu'il n'y a pas assez de litière dessus. Exactement, ou que la surface est devenue trop dure. OK. Deuxième choix de réponse. Chaîne de cou courte. La chaîne de cou courte, vous allez voir, elle revient assez souvent. La chaîne de cou courte, quand on dit court, c'est vraiment court pour nuire au mouvement de la vache. C'est-à-dire, du moment que la vache ne vient pas à bout de faire son mouvement correct, au niveau de la pression, au niveau des jarrets, au niveau même de son aisance à se coucher et à se lever, ça peut être difficile. Donc, dans les projets de recherche, ça a rentré comme une cause de blessure au niveau des jarrets. L'arrêtoire, trop haut. Un arrêtoire, juste définition de l'arrêtoire, ouais, c'est ça. C'est le muret ou en stabulation libre, c'est ce qui empêche la vache d'avancer trop loin. Oui, un arrêtoire trop haut, encore là, ça peut causer des blessures au jarret, mais encore là, c'est dans sa mobilité, dans sa façon de se lever et de se coucher qu'il va avoir un problème. OK. Et puis finalement, stall étroite. Au niveau de la strale étroite, restriction de mouvement, c'est-à-dire une vache qui est dans un endroit trop étroit, soit que le muret est trop élevé, soit que la strale est trop étroite. Souvent, on appelle ça des vaches qui ont le syndrome de la vache agitée, c'est-à-dire des vaches qui ne s'amuseront pas à se lever et à se coucher souvent parce que c'est pénible, mais ils vont rester couchés longtemps, puis c'est des vaches qui vont bouger beaucoup dans leur stall. À cause que ça fait longtemps qu'ils sont couchés, là, ça va créer de l'usure parce que la vache a de la difficulté à faire son mouvement de lever et de coucher. Fait que j'en conclus avec ce que tu viens de dire, que les trois choix du choix numéro 2, c'était ça la bonne réponse dans notre choix de réponse ici. Dans le choix numéro 2, on avait toutes des bonnes réponses. Qu'est-ce qui n'était pas un choix de réponse dans le troisième? Qui n'était pas une bonne réponse? Surface glissante? Surface glissante, ça peut l'être au niveau des blessures, c'est-à-dire surface glissante, soit dans la stalle ou même dans l'allée, dans les stabulations libres, peut occasionner des blessures au jarret. Une stalle trop courte, encore là, la vache qui est agitée, la vache qui est trop petite dans sa stalle, puis l'épilation est à la mode, c'est pas vraiment une bonne réponse. Ben là. Mais c'est vrai pareil. Oui. Bon, fait que ce que je vois dans tout ça, à quelque part, c'est que la cause d'une blessure au jarret, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé, bon, mes vaches ont des blessures au jarret, est-ce qu'elles sont acceptables, moins acceptables, ou est-ce qu'elles me dérangent, moi, là, que ça soit acceptable ou non du point de vue d'un programme? Qu'est-ce qui peut en être la cause? Ben là, la cause, il peut y en avoir une La cause, il y en a plusieurs, sauf qu'on a déjà un bon indicateur par où commencer ou par où prendre le problème dans les éléments de confort qu'on vient de voir. OK. Donc là, on vient de couvrir le jarret. Maintenant, les genoux, tu disais également, sont des types de blessures qui peuvent nous indiquer un inconfort. Comment on fait pour les évaluer, les juger? Encore là, au niveau des blessures aux genoux, c'est la même chose qu'avec les jarrets. C'est-à-dire, on a la cote 0 qui, le genou est beau, pas d'enflure, le poil est là. Cote 1, on commence à avoir une perte de poil. Cote 2, l'enflure, puis aussi la peau brisée qui commence. Puis en cote 3, c'est le gros genou, là, le gros pruneau au niveau des genoux. Donc, c'est encore le même système de cotation. Cote 2 et 3, c'est encore celui qu'on voudrait pas avoir ou peut avoir en quantité vraiment pas élevée dans une ferme. C'est quand même des choses qu'on voit dans nos étables, des blessures comme ça. Dans quelle ampleur? Encore là, dans le même projet de recherche, on voit, puis ça, les blessures aux genoux, personnellement, c'était quelque chose que je regardais pas vraiment avant ce projet de recherche-là. C'était
pour porter de regarder les genoux ou de passer en avant, puis c'était pas une observation qui était naturelle. Un gars à C'est ça. Donc, en stabulation en travée, on peut voir, c'est un chiffre qui m'avait surpris à l'époque, 43% de vaches qui avaient des genoux avec des cotes 2 et 3. Puis en stabulation libre, c'est 30% aussi. Donc, on voit un écart un petit peu plus grave ou un petit peu plus pire en stabulation en travée qu'en stabulation libre, mais quand même, dans les deux systèmes, c'est quand même un niveau qui est assez élevé. Puis, point de vue distribution, là, à l'intérieur d'entravé, à l'intérieur de libre, est-ce qu'il y en avait autant qui performaient bien que... Encore là, je ne sais pas si vous aviez une question. Non. Au niveau des distributions, en stabulation libre, en stabulation entravée, c'était à peu près semblable à ce qu'on avait tantôt au niveau des jarrets. C'est-à-dire qu'on avait des troupeaux qui étaient super bons, ça veut dire en stabulation au niveau des jarrets, en stabulation entravée, en stabulation libre, puis avec les robots. Puis on a des troupeaux aussi qui sont très hauts, à 60%, 70%. Je pense qu'on a une question de la part de participants. OK, donc je répète la question pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. La hauteur idéale, c'est quoi pour le muret en avant de la vache? Ben, dans tout projet, dans les tests de préférence, les vaches n'aiment pas avoir un muret. Donc, quand on leur donne le choix d'en avoir un ou pas d'en avoir un, ils préfèrent celles qui n'en ont pas. OK, ça, c'est la vache. Ça, c'est la vache. Sauf que de notre côté, on ne veut pas que, soit en stabulation libre, l'utilité de l'arrêtoir, c'est pour pas que la vache avance trop loin pour aider à son lever par après. La hauteur que les vaches tolèrent, c'est à peu près 4 pouces de hauteur. Ça serait dans tout système, ça serait à peu près ce qu'on voudrait viser, 4 pouces de haut du côté de la vache. Sauf qu'on sait qu'en stabulation entravée, le muret sert aussi de garde de garde ensilage, de garde nourriture. Ouais. Donc, on fait un compromis à aller jusqu'à 8 pouces. À 8 pouces, on va encore... puis pourquoi ça, la hauteur? C'est qu'on veut permettre à la vache de pouvoir s'étirer une patte en avant pour qu'elle soit moins agitée dans sa stalle, pour qu'elle reste droite. La vache, c'est son comportement naturel de s'étirer la patte. Ouais, c'est une des positions normales. C'est une des positions de repos, standards de repos. Okay. Donc, le 8 pouces, c'est un compromis en stabulation entravée. Oui, puis si je comprends bien, tout est une question de compromis ici. Il n'y a jamais une situation parfaite. Oui, on donne des chiffres, on donne des valeurs, sauf que c'est du confort, c'est du bien-être. Il n'y a rien qui est jamais blanc ou noir. Souvent, c'est tout le temps gris. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de se donner des standards minimums quand même pour que... Bon. Point de vue blessure au genou. Quelles sont les causes? Et je crois que nous avons une question en choix de réponse. Anne-Marie, elle s'en vient très, très bonne pour les gérer, là. Donc, on va vous poser la question. Parmi ces éléments, tu as un choix de réponse, encore là, 3 choix. Lesquels sont des causes de blessure au genou? Donc, je vous les lis rapidement. Premier choix, surface trop dure, allée glissante, vache trop lourde, des grosses vaches. Deuxième choix de réponse, peu de litière, chaîne de cou longue ou stalle trop courte. Et troisième choix de réponse, barre d'attache pas assez avancée, fond de mangeoire trop bas. On vous laisse quelques secondes. On prend une gorgée d'eau. OK, on va aller voir nos résultats. Alors, en grande majorité, à 70%, vous avez choisi le troisième choix. Est-ce qu'on les décortique? Oui, on peut les décortiquer rapidement. Au niveau des genoux, dans le choix numéro 1, on avait la stalle trop dure. Stalle trop dure, effectivement, c'est peut-être un des problèmes numéro 1, c'est-à-dire le contact avec le sol, l'impact peut faire des problèmes au niveau des genoux. Les allées glissantes, c'est surtout observé en stabulation libre. C'est une des causes des allées glissantes. Les vaches qui vont tomber, c'est les genoux qui tombent au sol en premier. Donc, dans des troupeaux, est-ce qu'on a des allées glissantes? Souvent, on a une proportion de genoux un petit peu plus enflée. Le poids des vaches, oui, c'est vrai qu'un poids des vaches, ça amplifie peut-être le contact au sol, mais c'est peut-être pas le poids des vaches le problème, c'est peut-être plus où est-ce qu'ils sont logés qui est le problème. Donc, le poids des vaches ne serait pas une raison. Ceux qui ont répondu, il y a 18%, une personne sur 5 qui a répondu premier choix.
Parce que même une petite vache qui n'est pas sur une bonne surface, ben, va avoir des gros genoux quand même. OK. Deuxième choix de réponse, peu de litière. Oui, la faible quantité de litière, encore là, la litière sert d'amortisseur. Donc, la litière peut aider à améliorer la situation des genoux. Puis, au niveau des frottements encore. On avait une chaîne de cou longue, trop longue. La chaîne de cou, trop longue, peut-être pas au niveau des blessures aux genoux. Ça peut occasionner d'autres blessures, d'autres genres de blessures, que la vache reste pris dedans. Mais l'impact direct au niveau des genoux, ben, c'est pas vraiment une raison pour les genoux. Fait qu'on veut pas une chaîne de cou trop courte. On veut pas une chaîne de cou trop courte, puis pas une chaîne de cou trop longue non plus. Là. Donc, c'est vraiment dans le design de la stalle. OK. On avait aussi la stalle trop courte. Ouais. La stalle trop courte, peut-être plus en stabilisation entravée, où est-ce que la vache va aller se cogner les genoux sur le muret en avant. Donc, on voit un petit peu plus de vaches qui ont des genoux plus gros dans ce temps-là. Fait que donc, qu'est-ce que c'était choix numéro 2? Le choix numéro 2, c'était pas celle-là à cause de notre chaîne de cou qui était trop longue. C'est ça. Au niveau de la barre, dans le troisième choix, on avait la barre d'attache qui était pas assez avancée. Ouais. Des fois, on pourrait se demander c'est quoi le rapport avec la barre d'attache qui est pas assez avancée. Ouais. Quand on regarde le mouvement des vaches de se coucher, ben, on va voir que les vaches qui ont des barres de cou trop reculées, ils vont se laisser tomber sur les genoux de pas mal plus haut. Donc, au lieu de descendre de façon tranquillement pour aller déposer son genou au sol, ben, on va se laisser tomber parce qu'elle n'a pas la place pour descendre son mouvement. OK, c'est en lien avec le coucher de la vache. Donc, c'est en lien avec le coucher. OK. On a une question ici de la part de participants. La longueur de la chaîne idéale. Et la question qui tue. La longueur de la chaîne idéale, puis ça, je pense que dans le passé même, il y avait des recommandations qui disaient 36 pouces. C'était la longueur de chaîne idéale, mais 36 pouces, ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'on a attaché notre chaîne au départ. Fait que je pense que de façon générale, quand nos vaches sont couchées, s'ils sont capables d'aller se mettre la tête sur le flanc, sur le côté, je pense que c'est pas mal la longueur que ça prend pour cette ferme-là, pour ce troupeau-là. Okay. La chaîne après ça est assez longue pour le mouvement de lever, puis est assez longue pour le coucher. Puis après, ben, c'est sûr qu'il faut regarder les animaux, comment ils se comportent dans le troupeau. Puis je pense qu'on peut dire aussi, puis continuez à nous envoyer vos questions, il n'y a aucun problème, on va y répondre, mais toute la question de l'espace, les mesures, les dimensions, etc., on va l'aborder vraiment en détail dans le webinaire numéro 3. Ça, c'est le 4 avril, si je ne m'abuse. 5 avril. Une autre toute petite question? Pour la longueur de la stalle, la question c'est pour la longueur de la stalle, est-ce qu'il y a des standards? Oui, il existe des standards. Le standard, c'est 1,2 fois la hauteur aux hanches des animaux. Sauf que de façon la plupart des vaches mesurent à peu près 59 à 60 pouces. Donc, la longueur de la stalle, c'est tout le temps, pour des Holstein, là, je parle, 70, 72 pouces au niveau de la longueur, c'est assez standard. Ouais. Puis encore là, c'est vraiment quelque chose qu'on va aborder vraiment en détail, là, si ça vous intéresse, dans le webinaire numéro 3. Donc, pour en revenir là, aux causes de blessures des genoux, la bonne réponse dans notre choix de réponse, vous étiez en majorité, vous l'aviez eu correctement, c'était la réponse numéro 3. On avait barre d'attache pas assez avancée que tu viens de nous expliquer, fond de la mangeoire bas. Fond de la mangeoire bas, c'est que les vaches vont avoir tendance à manger sur les genoux. Ouais. Donc, peut-être un petit peu plus d'impact au niveau des genoux. Puis la chaîne de cou qui est trop courte. Puis encore, la chaîne de cou trop courte, c'est à peu près comme la barre d'attache qui est passée avancée, c'est que la vache a de la misère à faire son mouvement, surtout de se coucher. Donc, la vache va se laisser tomber sur les genoux. La troisième blessure qu'on va regarder, puis qui va être évaluée également dans le cas dans le contexte de ProAction, ce sont les blessures au cou. Je vois ici qu'on a un système à 3 cotes. On en avait 4 cotes dans les autres blessures. C'est encore le même concept. Donc, la cote 0, que le cou est beau, il n'y a pas d'enflure, le poil est là, pas de lésion. La cote 1, c'est qu'on commence à avoir du poil qui est parti, une zone dégarnie, mais pas d'enflure non plus. Puis la cote 2, mais c'est elle la cote qui serait comme inacceptable, c'est-à-dire soit la peau brisée, des fois on va avoir de la croûte. Quand ça a frotté, souvent ça peut être en peau d'éléphant. Puis on a aussi la grosse enflure, le gros pruneau qu'on va voir
à force d'avoir de l'impact sur un objet. Oui, parce que sur l'image ici, pour la Côte 2, on voit une grosse enflure, mais ça peut être vraiment juste comme une grosse croûte, comme on peut voir peut-être une peau d'éléphant, comme on appelle des fois. Là, OK. Puis, combien il y en a de ces blessures-là dans nos troupeaux? Encore là, on a encore le pourcentage qui est moins élevé que les autres blessures, c'est moins fréquent, sauf que c'est beaucoup plus fréquent. Là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus fréquent en stabulation entravée puis en stabulation libre. Puis tantôt, on va le voir dans les causes, là, mais on est plus... La vache s'appuie sur sa barre, s'appuie sur quelque chose en stabulation entravée, ce qui font moins peut-être un petit peu en stabulation libre. C'est vraiment globalement des blessures qui sont un peu moins présentes ou quand même considérablement moins présentes que celles au genou, au jarret, puis particulièrement moins en stabulation libre. Ouais. OK. Quelles sont les causes? On fait travailler encore nos participants? D'accord. Fait qu'on va y aller juste généralement comme ça. C'est quoi les causes de blessures au cou? Anne-Marie, il faudrait changer la diapo. Ouais. Okay. Donc, au niveau des causes, c'est pas trop compliqué. C'est vraiment de regarder quelque chose qui appuie au niveau du cou. Puis à 90% du temps, c'est quand la vache est en train de manger. Ça veut dire en stabulation entravée, c'est soit la barre de cou ou soit la chaîne qui est trop près de l'animal quand elle est en train de manger, soit que les aliments sont pas assez accessibles, que la mangeoire peut être un petit peu basse à la côte dans le cou. Puis en stabulation libre, c'est la même chose aussi. Ça veut dire que les vaches sont en train de manger puis ils appuient sur le bord. Puis en stabulation libre, peut-être la petite précision, c'est qu'il y en a qui pensent des fois que c'est la barre de cou qui est le problème, la barre de cou dans la stalle qui est le problème. Ouais. Sauf qu'en stabulation libre, une vache qui va toujours s'appuyer sur sa barre de cou, elle a le choix de reculer. Hein, tandis que avec la barre de la mangeoire, c'est qu'à la fin, elle a une motivation d'aller s'appuyer dans cette barre-là, puis qu'elle oublie peut-être sa douleur. Donc là, tu nous as parlé de blessures au jarret, de blessures au genou, de blessures au cou. Et ce sont les blessures qui seront évaluées dans le cadre de Proaction. Mais des blessures, il peut y en avoir ailleurs, rapidement. Exactement. Au niveau des blessures, il peut y en avoir un peu partout. C'est juste d'être... à chaque fois qu'on voit une blessure, là, ici, dans l'image, c'est peut-être un petit peu majeur, là, mais on voit vraiment une division de stalle qui est pas bien positionnée, puis que les animaux s'appuient toujours sur la division de la stalle, puis que c'est la colonne là, qui en prend pour son rhume. Donc, il y a un type de blessure comme ça. Il y a d'autres blessures. Tantôt, quand je parlais de vaches agitées, des vaches qui manquent d'espace un peu, c'est pas rare de voir des blessures à l'intérieur du jarret. Ça veut dire que la vache est couchée puis elle bouge dans sa stalle. Ou des fois, dans les stalles trop courtes, elle va s'appuyer sur le coin de la stalle, là, juste sur le rebord. Puis ça peut causer des blessures à l'intérieur du jarret. Puis souvent, dans des troupeaux, ces blessures-là, c'est pas une vache qui l'a, c'est répandu dans le troupeau de façon générale. On a parlé beaucoup des blessures au jarret tantôt. Là, ça ici, ça ne se classe pas comme une blessure au jarret dans la façon de l'évaluer. Non, dans Proaction, les blessures, la blessure au jarret va être juste évaluée au niveau de l'extérieur du jarret et non pas à l'intérieur. OK. On change de diapo. Anne-Marie, on a une question? Une question. La question, c'est pourquoi il y a juste 10% de blessures au cou, je présume, en stabulation libre. C'est justement le positionnement de la barre à mangeoire qui est probablement un petit peu mieux placé en stabulation libre que nos barres de cou en stabulation entravée qui sont souvent plus reculées pour garder la propreté. Fait qu'en stabulation entravée, c'est toujours un compromis propreté puis espace. Tandis qu'en stabulation libre, ben, c'est quand ils vont manger, puis souvent la barre est plus avancée quand on compare les deux types de stabulation. Et probablement qu'ils passent typiquement moins de temps vis-à-vis de la barre de mangeoire que... Aussi. OK. Est-ce qu'on peut changer de diapo? Oui? Bon. Marie a dit, ben oui, allez-y. Donc, d'autres blessures, là, ici, c'est comme une vache qui s'est accrochée sur un clou, sur un boulon quelconque. Faut trouver le clou. Faut trouver le coupable, puis il est à quelque part dans le bâtiment. Donc, puis quand c'est répétitif sur plusieurs animaux, c'est une place où est-ce que les animaux passent toujours qu'il y a un problème. OK.
Donc, au Attention, niveau... bon appétit. Pour la prochaine. La prochaine, on est sur l'heure du midi. C'est pas ma préférée, mais les trayons écrasés, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Je pense qu'avec les aménagements qu'on a faits dans les bâtiments, surtout au niveau de la largeur de la stalle, on voit des trayons écrasés moins souvent. Contrairement à ce qu'on peut penser, des fois, c'est pas la voisine qui va écraser le trayon de l'autre, c'est la vache qui s'écrase son propre trayon. Encore là, tout ce qui va nuire à son mouvement de lever, c'est-à-dire la vache n'est pas capable de positionner ses membres comme il faut quand ça vient le temps de se lever, puis elle se pile son trayon, puis elle écrase. Maintenant que tout le monde a probablement fini de manger son sandwich, on termine la portion blessures. Ça nous donne un bon aperçu de comment les blessures peuvent nous donner des pistes d'amélioration dans le troupeau. On va maintenant passer à l'indicateur des levées et des couchers. Je sais que toi, quand tu regardes une vache qui se lève, qui se couche, là, c'est fabuleux, là. Il entre presque en transe, là, mais c'est pas nécessairement. Mais c'est pas nécessairement, je trouve, évident là, pour tout le monde de peut-être analyser un lever, un coucher. Y a-t-il des trucs qui peuvent faire que on peut. Tout d'abord, le mouvement de lever et coucher, c'est de quoi qui dure pas longtemps. C'est un mouvement assez rapide dans un troupeau. Puis au niveau des levées et couchers, on peut penser que pour un lever, 3 à 5 secondes, c'est suffisant. La vache est debout. C'est-à-dire quand elle a commencé à amorcer son mouvement, au moment où est-ce que les 4 pattes sont debout, 3 à 5 secondes. Le coucher à peu près la même chose, environ en dedans de 5 secondes. On voudrait que la vache commence à amorcer son mouvement. Au bout de 5 secondes, c'est fait. OK. Fait que si, mettons, on regarde une vache qui amorce son mouvement de coucher ou de lever, puis qu'on regarde combien de secondes ça y prend, si ça dépasse ça, autrement dit, déjà, ça peut nous donner... Ça nous donne déjà un indicateur, parce qu'à force de regarder des vidéos, au début, je trouvais ça court, puis dire une vache va prendre 1 seconde de plus, c'est pas la fin du monde. Mais quand on regarde 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes de plus, il y a vraiment de quoi aller hésiter dans son mouvement. Elle l'a pas fait de façon fluide, de façon naturelle. On va regarder des exemples. J'aimerais ça, je pense qu'on voit là des exemples de vidéos. On va commencer par une vache qui se lève. Oui, qui se lève dans un pâturage. Pourquoi au pâturage? Le pâturage, c'est que là, c'est un endroit où est-ce que la vache elle n'a aucun encombrement. Ça veut dire que la vache elle se lève de façon naturelle. Puis on va la faire rejouer, je pense. Rejouer, oui. Anne-Marie, si tu peux la faire rejouer. D'ailleurs, si je ne m'abuse, on vous la fait jouer en direct, mais vous pouvez aussi vous les faire rejouer. Alors, voilà. On voit le chronométrage. Là, ici, cette vache-là s'est levée en 2 secondes 23. Oui, c'est ça. Ça veut dire que cette vache-là, puis probablement que vous l'avez peut-être vue de façon saccadée. Ouais. C'est pour ça qu'ils vont être disponibles aussi pour que vous puissiez les regarder. Ouais. Mais en 2 secondes 23, ça veut dire que la vache, elle a fait son mouvement. Au niveau de la tête, si vous avez remarqué, au niveau du mouvement, c'est que la vache va lancer sa tête vers l'avant. Un coup qu'elle lance sa tête vers l'avant, elle va raser son museau au niveau du sol pour pouvoir enlever du poids au niveau de ses membres arrière. Ça fait que la vache va se lancer vers l'avant, enlève du poids au niveau des pattes arrière, elle lève son arrière-train, puis ensuite va lever son devant, puis elle va se mettre en position debout. Puis en levant son devant, la vache va étirer sa patte vers l'avant aussi. Ça aussi, ça prend de l'espace. Fait que quand on a un muret qui est élevé, on va avoir un petit peu plus de misère. Okay. Là, on ne voit pas d'image à l'écran. Anne-Marie, c'est probablement parce que tu es en partage de vidéo plutôt qu'en partage de webcam, tout simplement. Mais là, on va présenter une deuxième vidéo d'une vache, cette fois-ci en étable. Donc, qui se... Une vache qui est au niveau du lever. Une vache en stabulation en travée qui se lève, puis on la voit de façon saccadée. Mais c'est une vache qui, au moment de son lever, si on la fait rejouer, on va la voir qui va essayer de tenter de lancer son nez vers l'avant. Sauf que son nez, il baisse pas beaucoup. Elle garde la tête haute tout au long du mouvement de lever, ce qui l'empêche un petit peu de faire un bon déplacement de poids.
Donc, elle va avoir le nez dans les airs à cause que son muret est très élevé. Ça, que son muret est très élevé, puis quand on regarde la vidéo en temps réel, on va voir que l'épaule va cogner sur le muret aussi, ce qui nuit carrément son élan. Fait que cette vache-là, même si elle a l'air d'avoir une vitesse quand même assez rapide, au niveau de la fluidité, c'est pas un mouvement naturel. OK. Fait que dans le fond, on invite les gens à aller voir ces vidéos-là sur le site Dairy Knowledge. Suite au webinaire, vous allez vraiment plus en détail être en mesure de visualiser ce que tu viens de décrire. Et puis, on voit vraiment bien justement la vache là, qui se cogne ou qui se recule pour éviter le muret. Est-ce qu'on va voir maintenant une vidéo d'une vache qui va se coucher au pâturage? C'est ça. On va voir la vache qui va se coucher au pâturage. Au pâturage, on va voir que la vache va commencer à sentir le sol. Va descendre son nez au niveau du sol. Par la suite, on va voir au niveau des... elle va lever une patte. Ensuite, elle va lever elle va descendre avec la deuxième patte au sol. Puis, on voit que l'impact au sol est grand. Puis, c'est là où est-ce que le poids est le plus important au niveau du choc. C'est-à-dire quand la vache commence à descendre son avant-train, elle va descendre son devant. Puis, il ne faut pas négliger aussi que ça y prend de l'espace en haut pour descendre son devant. C'est-à-dire, s'il y a un encombrement, une barre quelconque, la vache qui va descendre au niveau du sol va avoir un problème. Donc, Anne-Marie nous a dit qu'on n'a pas la vidéo au pâturage, mais on va regarder cette vache-là ici qui non pas se couche, mais s'écrase. Hein? Là, on a un délai ici, vu qu'on est... Donc, on voit ici quand même le chronométrage final, 10 secondes pour cette vache-là de se coucher. C'est ça. Je ne sais pas si Anne-Marie est capable de la faire rejouer. Essayez de remarquer quand la vache va essayer de descendre son épaule, est à côté d'un bord en haut, puis elle n'est pas capable de descendre tranquillement, puis là, on voit un délai. Mais ses genoux, c'est qu'elle n'est pas capable de descendre de façon vraiment fluide, puis descendre tranquillement au niveau du sol, elle se laisse carrément tomber sur ses genoux. Donc, combiné à une surface qui est dure, un mouvement qui est comme ça, que la vache se laisse tomber ses genoux, là, on a l'apparition des genoux enflés. OK. Fait que donc, on vous invite à aller voir ces vidéos-là et puis on va en avoir également en stabulation libre. Donc, ça vous permet de voir. Mais l'important, je pense, là, au-delà des vidéos, c'est peut-être une fois rendu dans votre étable, d'observer vos vaches, de voir qu'est-ce qui peut altérer leur mouvement de lever, coucher. Mais en bout de ligne, pourquoi on s'intéresse? Bon, tu sais, que nos vaches se lèvent comme il faut, qu'ils se couchent comme il faut, c'est parfait, mais... Ce qu'on veut de façon générale, une vache dans la nature, une vache même dans une stabulation libre, entre autres, va avoir tendance à se lever 10 à 15 fois par jour. Okay. C'est-à-dire que la vache, c'est pas une vache, elle reste pas couchée super longtemps, puis elle passe sa journée couchée. C'est une vache qui va, oui, se couche longtemps dans une journée, mais qui va avoir beaucoup de fréquences de lever et de coucher. Elle fait des petits dodos. Elle fait des petits dodos, comme tu peux dire. Puis toute modification à ça, à cette heure, maintenant, il existe des appareils pour pouvoir le mesurer, le nombre de fréquences qu'une vache va se lever et se coucher. Quand on a remarqué que des vaches qui vont faire ce mouvement-là moins que 6 fois par jour, c'est des vaches qui ont 2 fois plus de risque de réforme à l'âge qui passeront pas à la 3e lactation. C'est-à-dire qu'ils vont être réformés soit en première et 2e lactation. Ça, c'était évalué encore là sur nos fermes. C'est un chercheur québécois. C'est ça. Ça, c'est dans le projet de la grappe de recherche qu'on a vu tantôt, dans les 100 fermes qui avaient en stabulation entravée. C'est ce qui était noté. Puis si on revient au début de notre conversation, où est-ce qu'on se disait que notre objectif en bout de ligne, c'était d'améliorer la longévité, ça veut dire que si nos vaches n'ont pas la possibilité de se lever un nombre ou se coucher un nombre de fois adéquat, ben on se nuit dans notre objectif de longévité. C'est pour ça que plus la vache va faire un mouvement fluide dans son logement, plus qu'on peut penser qu'au niveau de la longévité, ben on vient de leur donner des chances. Bon, tu dis qu'une vache se lève, se couche un nombre de fois par jour, mais en bout de ligne, là, combien de temps ça dort dans une journée, une vache? On peut regarder au niveau de le temps typique d'une vache, au niveau du repos. Elle passe à peu près la moitié de son temps dans sa journée couchée. OK, c'est la partie bleue ici, la partie dans bleue la qui est à gauche. Donc, on voit que la vache, à moitié de son temps,
elle passe coucher, comme on a vu tantôt, avec plusieurs fréquences de lever et de coucher. Sauf que ce qu'on peut voir dans le restant, c'est que ici, c'est une distribution du temps d'une vache, de son activité journalière. Puis ici, on a un temps de stabulation libre. On avait environ 2,5 heures de temps de traite. Le temps de traite, c'est d'emmener les vaches à la traite, le temps d'attente et tout. 4,5 heures de temps de manger. Puis ça, c'est assez commun, là, 4 à 5 heures le temps qu'une vache va manger, puis c'est assez stable. Ensuite, on a debout dans les allées, la partie grise, debout dans les allées et aller boire. Aller boire, c'est essentiel, mais debout dans les allées, puis c'est debout dans les allées à rien faire. Donc, c'est pas un temps qui est super payant pour la vache. Ce qu'on voudrait, c'est que des vaches, quand ils sont en activité, c'est-à-dire, ils vont aller boire, ils vont aller manger, mais le reste du temps, il faudrait qu'ils aillent se coucher. Donc, on voudrait que ça soit plus que 12 heures ici. Ce qu'on voudrait, c'est plus que 12 heures. Ce qu'on voudrait, c'est un petit peu plus élevé que ça. Puis, ce qu'on regarde au niveau de la partie jaune, c'est debout dans la logette non plus. C'est pas un comportement qu'on voudrait avoir. C'est des vaches qui ont rentré dans leur stall, ils voulaient aller se coucher, mais ils se couchent pas. Et ils attendent. On ne sait pas après quoi qu'ils attendent, mais ils attendent dans leur stall. Donc, si on voudrait augmenter le temps de repos dans nos troupeaux, on voudrait couper du temps qui est debout dans les allées ou debout dans sa stall en stabulation entravée ou debout dans la logette. OK. Fait que ça serait quoi le temps de repos idéal? Donc, ce qu'on souhaite ou ce qu'on a remarqué, ce que les études disent, c'est qu'une vache haute productrice, elle se couche environ 14 heures par jour. Donc, en moyenne, pour le troupeau, 12 heures peut-être, mais des bonnes productrices, on viserait au moins le 14 heures. Puis, ce qu'on a encore remarqué, ça, au départ, le temps de repos, c'était pour les chercheurs en bien-être animal, c'était comme la révélation de dire on est capable d'avoir le temps de repos, ça va être notre meilleur indicateur pour savoir qu'une vache est confortable. Sauf que ça ne dit pas tout. Ça dit une moyenne, sauf qu'il y a des individus là-dedans qui sont soit qui vont se coucher beaucoup, soit qui ne se coucheront pas. Puis c'est ce qu'on a remarqué, que les vaches qui se couchaient moins que 9 heures ou plus que 15 heures, souvent c'était des vaches avec des problèmes. Puis leur risque de réforme augmentait de 67%. Fait qu'encore potentiellement un obstacle qui nous empêche d'atteindre notre objectif de longévité. Fait qu'on veut faire en sorte que nos vaches vont aller chercher du temps de repos correct, puis de façon uniforme dans le troupeau. Oui, parce que les vaches ici, c'est sûr qu'elles n'ont pas envie de se coucher ou bien donc qu'elles n'ont pas envie de se lever. Là. Exact, c'est ça. OK, parfait. Mais le temps de repos comme ça, bon, c'est pas nécessairement quelque chose qui est à la portée de tous à mesurer, mais de manière générale, on sait que c'est un indicateur de confort ou d'inconfort. Puis il y a des études qui nous ont permis même de démontrer que c'était associé à une augmentation de production. Oui, Dr. Grant qui a fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il a analysé plein d'études d'autres chercheurs. En moyenne, pour chaque heure de repos qu'on va réussir à donner en surplus, mettons à partir de 10 heures, on peut avoir espoir de gagner 1,7 kg de lait. C'est-à-dire que si on favorise le temps de repos et qu'on réussit à augmenter de 1 heure, presque 2 kg peut être gagné. C'est ça. Tout ce qu'on peut faire pour favoriser le temps de repos, ça va nous permettre non seulement de faire plus de lait, mais en plus, ça va nous permettre de garder nos vaches en santé plus longtemps. Puis, anecdotiquement, de le faire dans la vraie vie, de juste améliorer le confort, qu'on voit que les vaches se couchent plus, ont plus de temps de repos. Souvent, la production de lait va suivre tout seul, sans rien d'autre. On fait juste les nourrir, puis ils vont répondre. OK. Donc là, jusqu'ici, on a vu que les blessures pouvaient nous donner des pistes pour améliorer le confort du logement. Maintenant, on peut observer aussi, on a vu les comportements de lever, de coucher. Le temps de repos, c'est peut-être un peu moins facile, mais disons que c'est une belle motivation avec ce qu'on veut voir, là, de tout faire pour maximiser. Je pense qu'au niveau technologique, ce qui s'en vient, le temps de repos, ça va être un indicateur comme un autre qu'on va voir dans le futur. D'après moi, ça va être présent sur les fermes. Qu'on va être capable de mesurer ça. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs là, faciles à voir qui pourraient nous permettre... Oui, justement, au niveau des comportements. Au niveau des comportements, on va peut-être en réviser quelques-uns au niveau de la ferme. On peut commencer avec C'est quelque chose qu'on voit bien souvent dans nos étables, ça? En stabulation libre, c'est pas une position qui est rare.
Puis on l'appelle la position perchée. C'est pas un oiseau, là, mais c'est la position perchée, ça veut dire les deux pattes dans sa stalle et des deux pattes avant dans sa stalle et deux pattes arrière dans l'allée. Puis là, on voit carrément que cette vache-là qui est rentrée dans sa stalle, elle voulait aller se coucher, puis il y a quelque chose qui l'empêche d'aller se coucher. Qu'est-ce qui l'empêchait ici, par exemple? Est-ce qu'on peut voir? Ou théoriquement, là, en général? De façon générale, c'est qu'il y a de quoi dans son mouvement qu'elle va se cogner dessus. Ou soit que ça va faire mal, puis la vache apprend de ses expériences. Des fois, c'est pas tout à fait facile à voir parce qu'elle va éviter les obstacles. Elle a appris qu'il fallait qu'elle l'évite si elle voulait aller se coucher. Donc, souvent, c'est la barre de cou qu'on voit en haut qui est trop reculée. C'est-à-dire que la vache, quand elle rentre dans sa stalle, elle devrait être capable de rentrer ses quatre pattes dans sa stalle avant d'amorcer son mouvement de coucher. Là, c'est qu'elle est encore dehors, puis il faudrait qu'elle se couche. Donc là, elle n'est pas à l'aise pour pouvoir se coucher. On voit aussi dans cette photo-là, la largeur de la stalle, probablement que c'est assez étroit parce que la voisine, on voit sa patte, elle empiète dans la stalle de l'autre. Donc, il faut qu'elle attende que la voisine se lève avant de se coucher. Fait que, de manière générale, quand on voit une vache perchée dans une étable comme ça, à quelque part, c'est une vache en ce moment qui n'est pas en train de manger, qui n'est pas en train d'aller boire, qui n'est pas en train de se reposer. Fait qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire qui l'empêche de se coucher potentiellement, puis donc est en train de perdre du temps dans les deux secteurs là, qu'on veut minimiser. Exact, c'est dans la section jaune qu'on voyait tout à l'heure. Cette vache-là, elle va être probablement plus que ce qu'on a vu tantôt au niveau du temps. OK. Un autre comportement qui pourrait. Est-ce que ça peut exister en entravé? Le perché, d'un fois, il y en a qui vont avoir les pattes dans le dallo, mais souvent, on a ajusté la stalle pour qu'elle ait les quatre pattes. Mais j'en ai déjà vu des vaches perchées. OK, mais c'est vraiment moins fréquent. Fait que c'est probablement moins quelque chose que nos producteurs aujourd'hui qui sont à quoi, 80% là, en entravé, vous pouvez. OK. Exact. Un autre. Aussi, c'est peut-être ce que j'ai oublié dans la vache perchée, des vaches qui ont mal aux pattes, des vaches qui boitent. Bon, tendance, parce que les vaches perchées est un indicateur aussi du niveau de boiterie dans un troupeau. OK. Ici, oui. Celle-là, c'est une vache, on voit qu'elle est en diagonale. Tout ce qui est diagonale indique, de façon générale, soit qu'elle soit couchée ou debout, ça indique souvent un manque de longueur. C'est-à-dire que la vache, de façon naturelle, elle ne veut pas être croche, elle ne veut pas être en diagonale dans sa stalle, puis elle veut se tenir droit. Ça fait que soit que c'est la longueur de la stalle qui est pas assez longue, la barre qui est trop reculée, elle nous dit, dans le fond, que la diagonale, c'est plus long qu'un côté. C'est mieux compté. Oui, c'est ça. Elle connaît sa trigonométrie. Sa trigonométrie, exactement. Donc, c'est tout ce qui concerne la longueur va faire qu'on a une vache qui est en diagonale, ou quand c'est une vache qui est couchée de travers, qui est couchée à diagonale, des fois c'est la hauteur du muret. C'est qu'elle veut s'étirer la patte, puis elle n'est pas capable. Fait que pour pouvoir étirer sa patte, elle va se coucher sur le côté pour pouvoir avoir une meilleure position dans sa stalle. Fait que ça fait des vaches qui sont toutes croches dans leur stade. Fait que les pistes de solution, quand on voit des vaches comme ça, sont sur le plan de l'espacement, de la barre. D'allonger, puis on va le voir dans un prochain webinaire. Mais aussi, si on voit ça aussi, sur les quelques producteurs qui sont en stablation libre, des vaches qui sont à diagonale en mangeoire, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il leur manque de l'espace, puis ils veulent manger on va voir des vaches qui sont toutes en arête de poisson dans le troupeau. Okay. La prochaine, là, c'est une petite jeunisse, mais ça peut être des vaches adultes, mais qui mangent à genoux. Ce comportement-là, au niveau des vaches qui mangent à genoux, souvent, c'est le fond de la mangeoire qui est trop bas. Dans nos étables, c'est sûr, on dit on améliore le confort, on améliore la mollesse, on rajoute des matelas, on rajoute de la litière, les pieds commence à tomber plus haut que la mangeoire. Puis pour atteindre les aliments, les vaches ou les animaux vont manger à genoux. Soit aussi que c'est la disponibilité des aliments qui n'est pas là. Plus que c'est loin, plus qu'ils vont essayer d'aller rejoindre. L'autre chose, puis on peut le voir un petit peu dans cette diapo-là, c'est la barre d'attache qui est vraiment reculée, puis peut-être probablement trop basse pour ces animaux-là. Pour qu'ils puissent aller manger, il faut qu'ils passent leur épaule en dessous de la barre pour atteindre les aliments. C'est encore une question d'ajustement. Puis c'est sûr que ce qui est plus compliqué souvent, c'est le fond de la mangeoire qui est trop bas
comment on modifie ça C'est comme dans ce cas-ci, on ne parle pas de modification qui coûte... Qui est majeure. Dans ce cas-là, on pourrait juste avancer la barre, mettre d'autres supports. Ça ne coûte pas super cher. Puis probablement que oui, il faut que la chaîne suive. Là, oui. Parce que là, on voit qu'elle ne peut pas aller plus loin que la chaîne. Mais c'est simple, c'est pas compliqué. Puis on est capable de faire un bon bout de chemin. Même si c'est des vieilles stalles, on voit que dans cette photo-là, ce n'est pas des stalles récentes, mais on est capable de faire de quoi de bien avec ces stalles. Un dernier comportement? L'autre comportement, peut-être en stabulation libre, qui n'est pas peut-être fréquent, mais on le voit souvent dans des... Là, c'est des vaches adultes. Je le vois plus souvent dans des des tares. Des tares, oui. Même dans l'allée, des fois. Des fois, ils sont couchés dans l'allée, mais une vache qui se couche de reculons, c'est une vache brillante. C'est peut-être la plus brillante, c'est qu'elle a compris que de se coucher d'avant, ça ira pas bien pour se lever par après. Fait que, soit qu'il y a de quoi qui encombre en avant, puis que la vache, elle décide, ben, quand je vais rentrer dans ma stalle, je me reviens de bord, puis je vais être mieux pour partir d'avant. Soit que c'est un encombrement en avant, ou des fois dans les petites génisses, c'est la marche qu'ils ont à descendre quand ils vont sortir de reculons. Mécaniquement, des fois, il y en a que c'est très haut. Les génisses ont de la misère à reculer. Ils vont se coucher à l'envers. Ils sont plus agiles aussi que des vaches adultes. Puis ils vont partir, ils sont prêts à partir d'avant. C'est pas parce qu'elles boudent, là. Non. Mais c'est ça, on en voit moins souvent ça. Le dernier indicateur, on est déjà rendu là, et non le moindre, si j'ose dire, la boîterie, comme tu nous disais, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, on ne va pas entrer dans le menu détail de comment détecter la boîterie parce que ça, c'est l'objet d'une journée complète presque. Mais est-ce que, bon, tu disais c'est un enjeu majeur, jusqu'à quel point est-ce qu'on sait à peu près l'ampleur du problème dans nos troupeaux? L'ampleur, on parle toujours une étude dans l'autre, environ entre 20 et 30% au niveau des boîteries. En entravé ici, dans cette étude-là, des 240 fermes, on avait 20%, puis 23% en stabulation libre. Donc, ça veut dire une vache sur 5. Puis ici, c'est des boîteries, ce qu'il y avait noté, c'était des boîteries sévères. C'était vraiment majeur. C'est des vaches qui boitent de façon évidente. OK. Puis ça, ici, c'est vraiment, on a regardé les vaches marcher ou dans leur stalle, puis on a observé qu'il y avait un signe de boîterie. C'est pas des vaches qu'on a mis dans le cage à pattes, puis qu'on est allé voir ce qu'il y avait en dessous. Non, c'est vraiment leur comportement dans leur stalle, dans leur stalle ou dans stabulation libre. On les a observés, puis qui boitent vraiment, qui ne se tiennent pas ou qui ont de la misère à mettre du poids sur une patte. OK. Fait que, comme on disait, là, on ne va pas rentrer dans le détail des boîteries ici, mais je pense que c'est digne de mention que quand même, il y a des liens entre tous ces différents indicateurs-là qu'on a vus aujourd'hui. Puis, entre autres, la boîterie est associée aux blessures de jarret. Oui, la boîterie, puis c'est une étude récente là, qui vient de sortir tout juste en début d'année encore dans le même projet de recherche avec les mêmes données, qui ont fait une association entre les blessures au jarret puis les boîteries. Puis les vaches qui ont des blessures au jarret ont 1,4 fois plus de chances de boiter ou de risque de boiter dans un troupeau. Donc, des troupeaux qui ont beaucoup de jarrets, des blessés, qui ont des blessures, souvent c'est associé aussi avec des vaches qui vont boiter. Fait que les causes communes de passer soit beaucoup de temps debout, du temps pas bien dans le stall, ben ça peut être reliés ensemble un petit peu. Puis c'est quoi le lien entre boîterie et confort comme tel? Ben, le plus gros lien qu'on peut faire, c'est, tantôt on a parlé du temps de repos, mais des vaches qui vont se coucher plus longtemps, souvent on va réduire le problème de boîterie. C'est-à-dire qu'on va enlever de la pression au niveau des onglons. C'est des vaches qui sont pas debout dans le stall, debout dans les allées, à rien faire. Fait que, déjà là, si on améliore le confort pour améliorer notre temps de repos, un bon lever-coucher, que la pression au niveau des membres est correcte, on vient tant de régler au niveau des blessures qu'on va régler au niveau des boîteries. OK. Puis pour ceux qui seraient intéressés, en fait, compte à approfondir la question des boîteries, comme aujourd'hui, on est principalement des participants francophones du Québec, faut savoir qu'il y a la formation un pas en avant qui est en cours. Je pense qu'on a une diapo pour l'illustrer, qui est disponible, là, qui est présentée dans toutes les régions du Québec. Vous pouvez appeler chez Valacta ou parler à votre technicien conseiller Valacta pour en savoir plus, mais dans cette formation-là,
on entre vraiment en détail dans la détection de boiterie puis dans les pistes de solutions pour diminuer les boiteries. Et également, c'est vrai, Anne-Marie me rappelle que sur le site, encore là, de dairyknowledge.ca, il y a une fiche qui vous est proposée où est-ce qu'on vous donne des indications sur comment détecter les boiteries. Puis on peut se dire, je pense, entre nous autres, que de manière générale, on sait reconnaître une vache qui boite, là, mais c'est parfois plus subtil, puis ça vaut la peine de s'y attarder pour être en mesure de reconnaître les signes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé à travers les différents signes d'inconfort qui peuvent nous amener à penser aux causes puis aux pistes de solutions. On a vu les blessures, on a les boiteries, les levées couchées, le temps de repos. À partir du moment où on a fait le constat de ça dans notre étape, c'est quoi la prochaine étape? Comment on fait pour corriger la situation? La prochaine étape, ça va être de regarder, oui, on a trouvé nos blessures, on sait notre portrait dans notre troupeau. Puis après ça, c'est d'essayer d'associer notre logement, le confort des animaux. Qu'est-ce qui peut clocher dans notre confort? Puis là, après, ben là, on va rentrer dans les modifications qu'on a à faire à la ferme. OK. Puis c'est ce qu'on va faire, en fin de compte, lors des 2 prochains webinaires. Là, on va vraiment faire le lien entre les constats qu'on a fait aujourd'hui, les constats que vous allez avoir fait dans vos étables entre-temps. Le prochain webinaire en français va avoir lieu le 30 mars. Vous pouvez déjà mettre ça à votre agenda. Vous devez vous réinscrire. Dans le fond, vous devez vous inscrire à chaque webinaire. Le 30 mars, on va se concentrer sur l'aspect surface. Est-ce que tu peux nous donner juste des pistes un peu de qu'est-ce qui va être abordé dans ce webinaire-là? Oui, ben la surface, on va autant regarder au niveau du côté confortable, c'est-à-dire au côté mollesse, qu'au niveau de la litière, c'est-à-dire soit des revêtements, soit de la litière. Donc, on va regarder au niveau de vraiment de la grandeur de la surface. Qu'est-ce que ça prend comme surface de couchage pour l'améliorer au niveau... Des pistes de solutions pour s'assurer que la surface de couchage de nos vaches est optimale. Oui, donc matelas, litière et compagnie. Exact. On va explorer ça dans le plus menu détail. Puis dans un dernier temps, lors du 3e webinaire, le dernier de la série qui va avoir lieu le 5 avril, comme je vous disais tout à l'heure, dans celui-là, on va se concentrer sur l'espace de couchage. Oui, c'est ça. On a eu beaucoup de questions aujourd'hui au niveau des ajustements, des barres, des chaînes, de ces affaires-là. Ça va être vraiment un webinaire juste sur l'ajustement. C'est quoi l'espace que ça prendrait, puis quel compromis qu'on peut faire dans une étape au niveau de l'espace. OK. D'ici là, par exemple, là, nous autres, on a travaillé fort, on vous a fait travailler un petit peu, mais on a un devoir pour vous. On va vous laisser aujourd'hui avec un devoir qui va oui, vas-y donc, j'ai perdu mes mots. Qu'on va faire. C'est ça que je voulais dire. Le devoir, c'est juste pour pratiquer un petit peu ce qu'on vient de voir, regarder au niveau des blessures au jarret. Ce qu'on vous propose de faire, c'est d'évaluer les jarrets dans votre ferme, puis de prendre, juste pour vous donner une idée, là, de prendre une vingtaine de vaches dans votre troupeau, coter les jarrets, vous prenez le jarret vous regardez les 2 jarrets, puis le jarret qui est le pire des 2, puis vous mettez la cote sur votre fiche, je pense qui est fournie dans le webinaire. Puis après ça, ben, de faire la moyenne de cotes 2 et 3 que vous avez dans votre troupeau. Puis ensuite, ben, dans votre guide, vous avez les statistiques qu'on vous a montrées aujourd'hui. Puis peut-être vous situez, de regarder un petit peu où est-ce que vous vous situez parmi l'étude qu'il y a eu justement sur les 240 fermes pour permettre de voir est-ce que je suis dans la zone verte, dans la zone jaune ou dans la zone rouge. Puis ensuite, ben, on pourra regarder les pistes de solutions qui peuvent s'appliquer à votre ferme. Prenez le temps de le faire, c'est pas très long. Tu as dit sélectionner quoi, une vingtaine de vaches? Une vingtaine de vaches, ça prend à peu près, je sais pas moi, 15-20 secondes par vache à regarder. Les blessures au jarret, c'est quand même plus facile peut-être que la détection de boiterie. Mais c'est ça.
OK. Le devoir, le document pour vous permettre de faire le devoir va être déposé sur le site de Dairy Knowledge. Probablement que vous allez le recevoir par courriel, peut-être. Non, pas nécessairement. OK. Donc, vous devez aller le chercher sur le site dairyknowledge.ca. Vous avez l'URL juste ici. C'est là également où vous allez pouvoir trouver le guide pratique sur le confort. Le devoir, comme je vous disais. Vous allez également avoir accès ultérieurement au diaporama qu'on vous a présenté aujourd'hui, ainsi qu'aux vidéos. Donc, c'est là pour votre utilisation. Au début du prochain webinaire, on va vous questionner à savoir quel est votre constat, le pourcentage de vos vaches que vous avez évaluées qui ont des blessures au jarret de code 2 et 3. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est complètement anonyme. Là. Nous, on ne voit que le pourcentage de ce que vous avez observé, mais on ne sait pas c'est qui. C'est pour vous, c'est un outil pour vous. Et puis, on va vous le demander par sondage au début pour voir ce que vous avez observé. Ça va nous amener ensuite à parler, parler de la surface, parce que les blessures au jarret, ça nous amène souvent à se questionner sur le confort de la surface. Sur ce, on vous remercie beaucoup. On est directement on time. On a peut-être même une couple de minutes d'avance. S'il y en a qui ont... il nous reste 5 minutes. Donc, si certains parmi vous ont des questions à nous envoyer, on est là pour ça. Si ce n'est pas maintenant, ne vous gênez pas. Vous pouvez également nous envoyer vos questions soit par courriel, soit par Twitter, comme on vous disait, en utilisant le mot-clic « étable confortable » ou en utilisant, vous allez voir dans le diaporama quand vous y aurez accès, là, nos noms sur Twitter ou même Facebook. En fait, Valacta est sur Facebook ou Twitter, donc vous pouvez nous interpeller de cette façon-là. On a une question, oui? Ah, c'est pas une question, c'est un merci beaucoup. Ben, ça nous a fait un immense plaisir. Demain, si vous avez des personnes à qui parler de ce webinaire-là, demain, on sera également en ligne avec Dr. Trevor DeVries qui va offrir en ma compagnie la version anglaise de ce que vous venez de voir là. Donc, si vous avez des collègues producteurs ou intervenants dans les autres provinces ou de langue anglaise, demain, on est en direct ici à partir de midi, mais cette fois-ci en anglais, avec Steve pas loin qui va se pratiquer un petit peu. Ah, puis Anne-Marie fait dire qu'elle s'excuse pour les sondages, mais merci beaucoup d'avoir été de bons cobayes résilients. C'est notre première, puis aujourd'hui, on était donc 54 à travers la province à jaser confort en mangeant notre sandwich. Plus notre auditoire ici présent, un bon auditoire. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser aller vaquer à vos occupations. Et c'est un rendez-vous pour 30 mars prochain pour webinaire numéro 2 sur la surface confortable. Merci.